démarrer cette table ronde dédiée effectivement à l'open source et au secteur public. Je pense qu'il y a des gens qui vont nous rejoindre un petit peu plus tard, mais en tout cas sur le streaming, il y a pas mal de monde. Alors on va démarrer. On va démarrer notamment par un tour de table. Alors pour ma part, je suis Grégory Bécu, je suis directeur associé chez Smile. J'ai fondé le CMSD il y a 3 ans de ça, et donc c'est avec plaisir en tout cas que je remonte sur scène pour animer une conférence, notamment sur le secteur public et l'open source, ça me tient particulièrement à cœur. Voilà, donc je serai l'animateur en tout cas de cette conférence, et donc j'aurai 3 invités, je vais les laisser se présenter. On aura d'abord Pierre Lévy. Oui, bonjour, Pierre Lévy, je travaille à la mairie de Paris, à la direction informatique, et je suis responsable du centre de service Lutèce, et voilà, je développerai un peu plus après. Ensuite, on a donc Cyril Thiboux. Oui, bonjour. Donc, je suis directeur de Pulsar Informatique, mais aujourd'hui, surtout, présente en tant que membre du conseil d'administration de l'AFUGE, qui est l'association francophone des utilisateurs de Joomla, puisque c'est sur ce CMS que je travaille depuis 2007 maintenant, pour développer donc des intranets, extranets et des sites plus ou moins complexes. Donc c'est à ce titre-là que je vais intervenir aujourd'hui. Et notre troisième et dernier intervenant, donc c'est Cédric Cédric Giamoli de la société Amétis. Oui, bonjour à tous. Donc moi je suis directeur d'Amétis, cofondateur d'Amétis il y a un peu moins d'une dizaine d'années. Donc Amétis, c'est un CMS en Java, édité par une petite société de la région toulousaine, franco-française. Et donc moi je remercie Grégory de m'avoir proposé de participer à cette table ronde qui m'intéresse tout particulièrement, parce qu'Amétis a grandi par et pour le secteur public initialement, puisqu'on a été très impliqué dans tout ce qui est administration, collectivité et enseignement supérieur, donc principalement du secteur public dans les premières années d'Amétis. Donc pas mal de choses à dire sur le sujet. Très bien, on y reviendra en tout cas juste après. Donc la première question voilà, qu'on va se poser, c'est quels sont les enjeux pratiques, donc d'un point de vue concret, quels sont les enjeux des projets web du secteur public. Donc là, on va faire un rapide tour de table. Donc c'est de dresser effectivement quels sont les enjeux. Puis après, on va regarder un petit peu quelles sont les solutions, qu'est-ce qu'apporte l'open source, tant d'un point de vue technique que d'un point de vue, on va dire, philosophique, sur l'aspect mutualisation, mutualisation des efforts, capitalisation. Donc voilà, on va commencer par un tour de table. On a notamment Pierre Lévy, donc, qui est de la mairie de Péry, donc qui connaît très très bien ce sujet-là. Pierre, quels sont les enjeux pratiques des projets web du secteur public ? Que demandent les élus et que demandent les administrés ? Alors, donc moi je parlerai surtout du domaine des collectivités locales. Donc une collectivité locale en fait a énormément de compétences. Il s'agit de proposer aux administrés des fonctions qui concernent l'état civil par exemple, le social, la culture. Donc le domaine d'intervention des collectivités locales est très vaste, et donc sur tous ces sujets-là, il faut communiquer avec les administrés. Et communiquer avec les administrés, alors si possible aussi en les faisant participer, ça c'est une dimension qui arrive de manière très forte depuis quelques années. Et il faut associer ces administrés tout en gardant la préoccupation de ne pas créer une fracture numérique, c'est-à-dire que tous les administrés doivent être traités de manière égale. Donc on sait qu'aujourd'hui il y a des gens qui sont beaucoup plus à l'aise avec l'outil numérique que d'autres. Donc ça c'est un petit peu aussi une difficulté, c'est qu'il faut à la fois proposer des services innovants et à la fois respecter une certaine équité des usagers. Oui, tout à fait. D'ailleurs, on parlera de la facilité d'utilisation juste après. Est-ce que... oui, continue si tu as autre chose à ajouter. Donc voilà, autrement, ce qu'on peut dire aussi comme particularité du secteur public, et notamment des collectivités, je pense que ça se vérifie aussi au niveau des départements et des régions. Bon, les départements vont disparaître a priori, donc problématique qui sera reprise a priori, par d'autres compétences. Donc la particularité, c'est que dans ces domaines-là, tout le monde a à peu près les mêmes besoins. Donc c'est une dimension qui est assez importante. C'est qu'aujourd'hui, les 36 000 communes françaises, les conseils généraux, les conseils régionaux ont a priori chacun les mêmes compétences et donc les mêmes services à rendre. Et il y a donc aussi des enjeux de mutualisation.
qu'on abordera, je crois, plus tard. Oui, tout à fait. Voilà un petit peu les thèmes sur lesquels le secteur public doit s'adresser aux administrés. D'accord. Cédric ou... Oui, éventuellement, on peut compléter ce propos qu'on rencontre effectivement au quotidien par un propos relatif aux enjeux techniques, parce qu'on travaille dans un monde connecté où il y a beaucoup d'enjeux d'interopérabilité, et on retrouve souvent les mêmes, hein, d'une collectivité à l'autre, d'une administration à l'autre, d'un ministère à l'autre, ou pour avoir beaucoup travaillé dans le monde de l'enseignement supérieur, d'une université ou d'une grande école à l'autre. Donc il y a des schémas normatifs à respecter, et là aussi il y a besoin de beaucoup de mutualisation. Donc l'enjeu fort, il est, et là c'est un petit peu l'essence de l'open source, d'arriver à fédérer des développements et à réutiliser des développements. Cyril ? Oui, effectivement, c'est surtout sur ces aspects-là qu'on voit des demandes aujourd'hui, c'est-à-dire que, un peu comme dans le secteur privé, dans le public, il y a déjà beaucoup de systèmes qui existent, il y a beaucoup de services qui sont rendus en intra ou en inter, et souvent l'enjeu, ça va être de ne pas avoir à redévelopper des choses, mais à les faire communiquer, à mieux les valoriser. Et c'est plus souvent là qu'on va intervenir, c'est-à-dire que rajouter des éléments open source sur des développements qui sont open source ou pas d'ailleurs, pour pouvoir les faire communiquer et pour valoriser en fait vis-à-vis du public tous ces services-là. D'accord. Et juste pour compléter cette notion d'enjeu, est-ce que, par exemple Pierre, est-ce que tout ce qui est comme public, est-ce qu'on a les impératifs ou les mêmes enjeux que par exemple dans le privé sur la vitesse de publication d'une information, de la transmission de l'information? Est-ce qu'il faut aussi des applications réactives? Est-ce qu'on a cette nécessité? Oui, tout à fait. Puis on a des obligations légales aussi, par exemple pour les élus, pour notifier les élus d'un certain nombre d'un ordre du jour du conseil municipal, etc. Vous avez des contraintes légales à respecter en termes de délai. Autre aspect dans les enjeux, on a peut-être passé assez vite, c'est les aspects budgétaires aussi. C'est que la particularité des collectivités ou de l'État, c'est qu'on gère de l'argent public. Et donc, c'est important que cet argent soit utilisé le mieux possible. D'accord. On pourra revenir peut-être sur ces enjeux façon à travers les prochaines slides. Ce que je vous propose en tout cas, c'est de balayer maintenant quels sont les avantages, qu'est-ce qu'apporte l'open source. Alors, on va l'aborder d'un point de vue concret, c'est-à-dire pas philosophique sur l'open source, mais déjà d'un point de vue développement. Qu'est-ce qu'aujourd'hui, en quoi les CMS open source sont-ils la réponse naturelle aux enjeux du secteur public? Alors, j'ai préparé notamment 3 axes. On pourra dériver, et si vous en avez d'autres, on pourra compléter. En tout cas, je voudrais commencer par un premier, c'est la facilité d'utilisation. Est-ce qu'aujourd'hui, les CMS open source sont plus faciles à utiliser? Est-ce que c'est quelque chose un axe important de développement aujourd'hui? Cyril, peut-être tu peux commencer sur ce sujet. Oui, effectivement. Alors, je peux parler pour ce que je connais, c'est-à-dire que sur le CMS Joomla, on est sur un outil très, très diffusé, puisqu'on est à plus de 50 millions de téléchargements aujourd'hui. Quand on parle de CMS open source, Joomla, effectivement, c'est un poids lourd, puisque c'est aujourd'hui environ 9% des CMS, 3% du web mondial. Donc, il y a un effort qui a été fait depuis 8 ou 9 ans maintenant sur la simplicité des interfaces qui permet effectivement, et ça c'est très important, de pouvoir construire des interfaces métiers selon les cahiers des charges et ne pas avoir, comme c'était dans le temps, à adapter pratiquement les cahiers des charges aux contraintes techniques. Donc les évolutions de ces dernières années, c'est vraiment de pouvoir travailler à de la construction d'interfaces. Je dirais pratiquement qu'on a un socle et pour chaque projet, on va redéfinir les interfaces, on va pratiquement faire un CMS dédié, même s'il reste maintenable, pour chaque projet. Donc ça, c'est vraiment l'évolution. Après, dans le choix, pourquoi telle ou telle solution, après, chacun a ses critères. Quand on parle de CMS open source, c'est sûr que fonctionner, Joomla, c'est un outil qui n'est pas
piloté par une entreprise. Alors, bon, ça a des avantages et des inconvénients, mais dans certains cas, ça présente un avantage, puisqu'en fait, c'est vraiment un vrai projet communautaire où vous avez donc une direction qui est collégiale et aussi du PHP, ce qui, en règle générale, enfin, on le rencontre, est plutôt un vecteur pour faciliter l'acceptation. C'est plus simple pour beaucoup de personnes, effectivement, d'installer des infrastructures PHP qu'autre chose. Donc voilà. Après, encore une fois, il y a du plus, il y a du moins. Mais la facilité d'installation, de maintenance et de construction, c'est des choses qu'effectivement sur lesquelles on a travaillé depuis quelques années. D'accord. Et ce qu'on peut peut-être développer, Pierre, c'est que, notamment en ce qui concerne la mairie de Paris, les développements qui sont faits par la mairie, c'est au plus près du besoin. Là, on ne peut pas être plus près. Oui, tout à fait. On travaille sur nos besoins propres. Hein. On a notre propre marché intérieur. On a notre propre maîtrise d'ouvrage qui spécifie les besoins. Donc, on est obligé, on est tenu de respecter le plus près possible les désirs de nos utilisateurs. D'accord. Puisque là, effectivement, c'est un axe clé de l'open source. C'est justement cette facilité d'utilisation à la fois pour les gestionnaires, mais aussi pour les utilisateurs du quotidien. Oui, l'ergonomie est un enjeu très important dans l'utilisation de tous les logiciels. Après, je ne pense pas que ça soit que lié au secteur public, mais c'est un point où, effectivement, où toutes les solutions doivent faire attention à cet aspect-là. On voit que c'est dans les 10 critères des CMS. Oui, tout à fait. Alors, c'est une bonne transition. C'est vrai que pour appuyer ce point-là, chez SMILE, on publie chaque année une enquête sur les CMS open source, sur la pénétration dans le marché, et on évalue notamment les points d'attention. Et c'est vrai que cette facilité d'utilisation, d'intégration, de contribution, ça fait partie des 3 priorités, des points qui ressortent le plus, en tout cas au quotidien. Et on avait fait cette enquête sur plusieurs années, et globalement, on voit une amélioration de cette notation, c'est-à-dire que on voit bien que les CMS open source, en tout cas, sont très sensibles à ça. D'ailleurs, quand on voit aujourd'hui les CMS les plus populaires, on voit bien que c'est des CMS, on parlait de Joomla par exemple, ce sont des CMS effectivement qui ont une facilité d'utilisation qui est réelle et qui a permis une adoption très rapide. Est-ce que c'est pareil pour Ametis ? On espère. Donc, moi, je vais compléter les 2 points de vue qui sont tout à fait vrais, qui viennent d'être dits, en rajoutant un enjeu finalement au slide précédent qu'on n'a pas forcément mentionné. C'est que, en tout cas pour l'expérience que j'ai, dans le secteur public, il y a beaucoup d'utilisation de la notion de multisite. Alors je sais qu'il y a beaucoup de tables rondes et de conférences aujourd'hui sur la notion de multisite. Et c'est vrai que dans le secteur public, peut-être plus que dans le secteur privé, à certains endroits, on rencontre la nécessité d'avoir des dizaines, voire des centaines de sites dans la même instance de CMS. Je discutais pas plus tard qu'il y a 10 minutes avec une université parisienne, ils sont peut-être dans la salle, qui ont, ah oui, ils sont pas loin, qui ont 130 sites, dans leur back-office, avec Ametis aujourd'hui. Ça, c'est pas rare. Alors, c'est pas rare, et qu'est-ce que ça implique sur l'utilisation? C'est que vous avez beaucoup de sites qui sont des petits sites, du coup, qui ont une contribution fortement décentralisée. Alors c'est vrai que dans des gros sites institutionnels de com, souvent c'est une équipe de com de 4-5 personnes qui centralise tout ça. Là, ça pose pas trop de problème, mais quand vous avez des contributions qui sont très décentralisées, vous avez besoin d'avoir des back-office qui sont très faciles à manipuler. Pourquoi? Parce que les personnels qui vont les manipuler une fois par an pour changer la news de l'année ou mettre la photo du sapin de Noël du service ou du département ne va pas avoir la possibilité de se former à l'outil, donc il faut que ça soit intuitif. Donc dans Ametis, on a été très tôt sensibilisé à ça, puisque je le disais, on a travaillé très tôt avec le service public. Donc cette notion d'outils auxquels on ne peut pas former les agents, les personnels, nous a conduit à calquer nos interfaces graphiques finalement sur les outils bureautiques que les gens utilisent au quotidien. C'est pour ça que quand vous regardez dans Ametis, l'éditeur en ligne d'Ametis, ce qui permet de faire du texte riche, finalement on a copié-collé l'interface de Word, parce que comme ça, la secrétaire de département ou de service qui met à jour sa news une fois par an, elle n'est pas perdue, parce que c'est la même chose qu'à la maison. Et voilà, ça c'est un enjeu et c'est une réponse. Voilà. D'accord, très bien. Alors on pourra y revenir. J'aimerais bien qu'on développe un deuxième point, c'est l'exemplarité. Aujourd'hui, est-ce que ça existe des sites accessibles en dehors de ceux du service public?
hein. Donc c'est peut-être une petite pique, mais en tout cas c'est aujourd'hui ce qu'on constate le plus souvent, c'est-à-dire que le secteur public, il a un enjeu fort justement sur l'accessibilité de ces sites, et donc quelque part il a un devoir aussi d'exemplarité. Et à la mairie de Paris, par exemple, Pierre, tu es sûrement bien placé pour en parler. Est-ce que la notion d'accessibilité, c'est un enjeu fort ? Oui, tout à fait. L'accessibilité, d'ailleurs, tous les sites publics sont tenus de respecter le RGA, le référentiel général d'accessibilité. Et l'application doit être a été ordonnée par un décret. Donc il est clair que le service public se doit c'est les principes que j'évoquais tout à l'heure, de fournir aux administrés un service équivalent à tout le monde. Donc pour toutes les situations de handicap, il est nécessaire d'offrir un site accessible. Alors aujourd'hui, le service public n'est pas encore tout à fait exemplaire, hein. Beaucoup de sites publics ne sont pas encore tout à fait au niveau d'accessibilité qui est requis par la loi. Néanmoins, je pense que beaucoup d'administrations y travaillent. Je dirais que dans le privé, c'est beaucoup moins le cas. Aujourd'hui, je pense que les sites privés sont peut-être de moins en moins accessibles, notamment par beaucoup de technologies JavaScript, etc., qui ne sont pas forcément interprétables par des outils de lecture, des outils de... Et du coup, le fait que les logiciels open source sont plébiscités, énormément utilisés dans le secteur public, est-ce que ça en fait des logiciels plus accessibles que leur équivalent propriétaire ? Oui, en tout cas, nous, on est contraints par depuis 2006 à peu près, on a ces impératifs d'accessibilité. On a beaucoup travaillé avec la société OpenS, par exemple, qui est spécialiste d'accessibilité, qui propose un produit open source qui s'appelle Tanaguru. On a beaucoup travaillé avec eux sur la version 2. On passe régulièrement des analyses de code. On n'est pas parfait, mais on y travaille au quotidien pour faire attention à ça. Alors la difficulté, j'évoquais un petit peu ces couches JavaScript aujourd'hui qui mettent en valeur certains sites. Voilà, c'est un petit peu la difficulté, c'est qu'il faut que les sites publics restent attrayants, mais qui respectent ces contraintes d'accessibilité. D'accord, et merci d'avoir cité donc Tanaguru, hein, qui est un produit qui est intéressant, vraiment. Oui. On peut en faire une promo, là, un produit open source en 10 secondes. Mais effectivement, c'est un produit qui aide justement à auditer l'accessibilité des sites. Oui, c'est un produit qui est très bien fait, qui édite un rapport en fait sur toutes les anomalies d'accessibilité et qui fait des liens pour chaque anomalie vers les référentiels qui définissent ces règles. D'accord. Et côté Amétis, alors, est-ce que c'est un outil également qui est accessible ? Sinon, on ne pourrait pas répondre aux appels d'offres des marchés publics. On a fait une étude, donc nous déjà, quand on a pris à bras le corps cette problématique d'accessibilité, on a commencé par faire former deux personnes chez nous qui sont devenues experts AccessiWeb, hein, qui ont eu le diplôme d'accessibilité pour pouvoir, en tout cas, aider à traquer les erreurs sur les sites. Et puis on a fait un travail, on a pris tous les critères du RG2A et puis on les a classés. On s'est aperçu qu'en gros, il y avait presque la moitié des critères qui étaient dédiés aux contributeurs, donc qui sont à manipuler par le contributeur. Et puis l'autre moitié de critères se séparait entre la charte graphique, donc là c'est le designer et la personne qui encode la maquette graphique. Et puis la dernière partie était liée à l'outil lui-même. Donc c'est là où c'est intéressant pour nous, éditeurs de logiciels de CMS open source, on va pouvoir agir pour aider les contributeurs, pour donner des outils aux contributeurs pour qu'ils puissent rendre ces paramètres accessibles. Par exemple, si votre CMS ne peut pas vous aider à spécifier que le mot ONU est un acronyme ou que le mot SNCF est un acronyme par exemple, un lecteur d'écran il ne saura pas le lire. Donc il faut que votre CMS vous donne des boutons pour signaler un changement de langue ou un acronyme ou une abréviation dans du texte, dans un texte riche. Donc nous on a été obligés dans Amétis d'intégrer des boutons qui permettent de signaler ce genre de choses, ou alors des assistants pour aider à détecter que par exemple dans du HTML il y a un H1 qui est avant un H2 ou alors qu'il n'y a pas de H2 et qu'on saute du H1 au H3. Ça c'est des problématiques toutes bêtes mais qui paument complètement les lecteurs d'écran et qui paument complètement certaines problématiques et qui sont
qui forment un critère d'accessibilité, donc on est obligé d'en tenir compte dans l'outil. Mais ce dont on se rend compte au final, c'est qu'il n'y a peut-être même pas un quart des critères totaux du RG2A qui sont imputables à l'outil. En fait, il y en a beaucoup, c'est le contributeur qu'il faut former avant tout. Très bien. Tu voulais ajouter quelque chose, Cyril? Oui, un truc rapide, c'est que ça se rebranche sur ce qu'on disait juste avant. C'est-à-dire que comme une bonne partie en fait, de l'accessibilité peut être rapidement cassée par les contenus qui sont gérés après par les contributeurs, il est extrêmement important de construire des interfaces qui limitent ces risques-là. Bon, c'est jamais risque zéro, mais faire en sorte effectivement que ne pas trop laisser justement de champ WYSIWYG, mais faire en sorte qu'il y ait beaucoup de contrôle. À la rigueur, notamment à la Sorbonne, je sais qu'on a eu ces discussions-là, avoir des champs qui sont des champs sans formatage aucun, et que le formatage se fasse automatiquement ensuite, pour éviter que les contenus qui se font ensuite ne soient plus accessibles. Et l'autre point, c'est en cela que le secteur public en fait, est fer de lance, c'est qu'effectivement les appels d'offres nous obligent à respecter ces critères d'accessibilité, mais de toute façon, la marche du web va dans ce sens-là, et là c'est pas du tout dans le secteur public, c'est des acteurs comme Google qui intègrent de plus en plus ces critères-là dans le W3C. C'est-à-dire que les critères d'accessibilité, une bonne partie sont déjà des critères en fait W3C, et a priori ce qui va venir dans les années qui viennent, ça sera juste renforcé. Donc de toute façon, l'accessibilité aujourd'hui, c'est quelque chose qu'il faut faire, ne serait-ce que pour le référencement. Très bien. En tout cas, bon, chez nous, chez Smile, c'est un sujet important. Et d'ailleurs, on est très, très fiers de travailler actuellement sur la nouvelle version du RGAA. Voilà, donc c'est quelque chose d'important et on espère effectivement que ça va dépasser la notion de la sphère publique. Alors, on va enchaîner sur un point, le temps passe très vite. Un point important, c'est tout ce qui est écosystème public. Alors là, on va parler d'un point de vue encore technique avant de parler sur l'aspect un peu philosophique de l'open source, notamment tout ce qui est interopérabilité, interface publique. Bon, on pourrait parler vite fait d'open data, etc. Mais est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots aujourd'hui sur l'atout effectivement des CMS open source par rapport à cette question d'interopérabilité, qui est une question vraiment du quotidien. Quand on est dans un système d'information, on a des tonnes d'applications, comment on les fait travailler entre elles? Est-ce que l'open source apporte quelque chose? Pierre? Alors, oui, l'interopérabilité. Alors, les schémas d'interopérabilité au niveau de l'administration, il y en a par exemple dans la comptabilité, il y en a par exemple au niveau du contrôle de légalité, c'est des choses au niveau des demandes d'actes d'état civil, au niveau des échanges avec les notaires, etc. Il y a des flux, notamment XML, qui se normalisent. Après, voilà, les CMS en général ont aussi toutes les capacités de travailler donc, avec des web services pour exploiter ces données-là. Donc c'est un aspect, l'interopérabilité, c'est un aspect qui est vraiment important dans le domaine du secteur public. Alors, d'un point de vue technique, on parle beaucoup d'API. C'est ce qui nous permet, quelque part, le protocole, le programme, en tout cas, qui permet d'échanger facilement avec d'autres programmes, en tout cas des données. À la mairie de Paris, je crois que vous avez travaillé sur une API de citoyenneté, c'est ça? Pas à ma connaissance. Et toutes les applications actuellement qui sont développées, est-ce qu'elles disposent d'une API? C'est quelque chose qui est intégré Alors après, l'outil Lutest lui-même intègre beaucoup d'API. Je crois que rien que le noyau, il y en a à peu près 35 qui permettent d'adapter le comportement du noyau, le spécialiser pour faire telle ou telle tâche. Donc on est vraiment dans ces logiques-là. On est dans une logique où il faut établir du couplage lâche avec tous les composants pour pouvoir les assembler, les réassembler de manière différente. Donc on a une logique dans notre approche du système d'information qui est très basée sur les API. D'accord. Et Cédric, côté Amétis, alors je crois que vous travaillez pas mal dans l'enseignement supérieur. Vous avez eu, j'imagine, pas mal de fois à être confronté à ces problèmes d'interopérabilité, non? Oui, c'est sûr, ça c'est du quotidien. Bon, après, ma réponse ne va pas apporter grand-chose par rapport à la précédente, dans le sens où aujourd'hui, la majorité des CMS sont avant tout des frameworks
qui permettent de construire des couches de communication avec des programmes tiers, donc ce qu'on appelle des connecteurs ou équivalents, qui permettent effectivement de se connecter avec toutes les applis métiers. Alors effectivement, dans le monde de l'enseignement supérieur, il y a des standards qui permettent de communiquer entre universités, entre grandes écoles, qui permettent de communiquer par exemple autour du schéma de l'offre de formation ou des choses comme ça. C'est des choses qui sont standardisées par les ministères. Mais je dirais que au-delà de ce point particulier, c'est surtout la faculté des CMS à être des frameworks et à pouvoir développer des choses par-dessus qui est à être mise en avant, quoi. D'accord. Oui, tout à fait. Et en plus des API, qui sont des API très techniques au niveau des couches logicielles, ce qu'on voit, je discutais tout à l'heure effectivement avec, par exemple, c'était la préfecture de l'Île-de-France, qui ont essayé depuis 2005 que tout leur intranet, il y en a 170, soit fait en Joomla, c'est de développer des API métiers. C'est ce qui permet l'open source, de développer des API métiers, effectivement, pour pouvoir faire de la mutualisation intra-service. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important, quoi. Oui, alors c'est une bonne transition, parce que là, on a évoqué les aspects un peu techniques. On a répondu d'un point de vue, on va dire, technique, en tout cas, aux enjeux, en tout cas, du secteur public. On a parlé de facilité d'utilisation, d'interopérabilité, etc. On voit bien que les solutions, les CMS open source, en tout cas, sont très adaptées au secteur public. Parlons maintenant peut-être de l'aspect un peu philosophique, en tout cas, c'est-à-dire peut-être ce que l'open source peut apporter de plus évident, en tout cas, au secteur public, dans la notion de mutualisation, de capitalisation. Alors, j'ai vu pas mal de tweets tout à l'heure. Je sais que c'est une question un peu polémique, c'est-à-dire que beaucoup de gens se posent cette question. Pourquoi aujourd'hui avoir autant de développement dans toutes ces villes, ces départements, ces régions de France qui ne sont pas mis à disposition? Alors, je vous propose, pour structurer un petit peu le débat, c'est 2 points. Déjà, la première question, c'est la mutualisation des efforts. Côté Joomla, la mutualisation des efforts, on connaît bien. Oui, c'est l'essence même du projet, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est-à-dire que Joomla, c'est par essence un projet communautaire, puisqu'encore une fois, il n'y a pas de société qui pilote Joomla. Donc, ça fait effectivement aujourd'hui, il y a 10 ou 12 000 modules composants de contribution, mais ce sont des dizaines de milliers de développeurs. C'est un élément important, effectivement, la contribution, mais c'est pas forcément le plus important. Aujourd'hui, ce qu'on voit dans la capitalisation, c'est des entités du secteur public qui nous demandent de regrouper des développements parce que, effectivement, pour des raisons de coût en général, de devoir effectivement développer des choses qu'ils vont pouvoir réutiliser à l'intérieur même. Alors bon, c'est pas national, mais au moins au niveau régional. On a quand même des efforts. Là, hier, j'étais effectivement à Adréal Picardie, où effectivement, il y a des efforts de réutilisation, donc sur des dizaines de sites, de développement fait avec Joomla. Bon, on n'en est pas encore au niveau national où, dans les appels d'offres, on demande la réutilisation. D'accord. En tout cas, dans l'open source, il y a des exemples très connus. Hein. Tout à l'heure, j'évoquais le projet Genevi, par exemple, hein, qui est un projet de constructeurs automobiles qui se sont regroupés, même s'ils étaient concurrents, pour bâtir un socle commun, je crois, de GPS audio. Hein. Et donc ça, c'est une vraie mutualisation des efforts. Et c'est vrai que, Pierre, par exemple, si on parle du CMS de l'UTES, par exemple, combien ça coûterait pour une ville X ou Y en France de refaire tout ce que vous avez fait sur l'UTES? L'UTES, ça fait 12 ans qu'on travaille dessus. Donc aujourd'hui, il y a une masse quand même de code et de développement qui est relativement importante. Ce qui est aujourd'hui, il y a eu l'exemple de la ville de Marseille qui a repris, c'était à peu près il y a 4 ans à peu près, qui étaient venus nous voir. Ils voulaient refondre leur site internet et ils voulaient nous voir pour nous benchmarker. Ils voulaient un portail Java et ils avaient 3 autres produits en dehors de l'UTES. Et en fait, ils nous ont rappelé assez vite pour nous dire qu'ils ne faisaient plus de benchmark
qu'ils avaient testé l'UTES et qu'ils comptaient l'utiliser. Et ils ont refait tout leur site en 4 mois. Le site principal, le portail vidéo, le site des associations, le site des téléservices. Et d'une manière très pragmatique, ils ont vraiment réutilisé tout ce qui était réutilisable. Et je trouve que c'était vraiment une expérience très, très intéressante. Enfin, on les félicite parce qu'on reverse depuis 12 ans dans cet esprit-là et sans aucun parti pris, alors qu'on sait que Marseille et Paris ne sont pas forcément amis dans tous les domaines. Donc on les félicite d'avoir réutilisé le produit avec beaucoup d'intelligence. D'accord. Alors en tout cas, ce sera le dernier point de cette conférence. J'évoquais un peu polémique, mais c'est vrai que moi, je connais bien en tout cas les développements qui ont pu être faits dans le cadre de la mairie de Paris. On se connaît depuis longtemps et je sais que des applications spécifiques, il y en a des tonnes qui ont été développées. Et on reviendra sur cette dernière question, c'est-à-dire la question des freins à l'adoption. Pourquoi aujourd'hui, c'est l'objet de cette question, pourquoi aujourd'hui il n'y a pas un site type de préfecture, de ministère, pourquoi systématiquement on redéveloppe, etc. Et on voit bien qu'il y a 2 questions, Cyril, c'est qu'il y a la question de le logiciel, le CMS open source, qui lui donc est open source, on développe, on le réutilise, donc c'est déjà une forme de réutilisation et donc de mutualisation des efforts. Mais par contre, les développements spécifiques, eux, ne sont pas open source, ou en tout cas rarement, trop rarement. Alors ça, ça peut devenir très technique comme discussion, mais effectivement, il y a une évolution, en tout cas dans la communauté Joomla depuis 2 ans environ, qui est effectivement de considérer qu'à partir du moment qu'on a une base open source, comment on fait pour on puisse faire et de la réutilisation technique au sein de l'agence, effectivement pour d'autres projets, mais surtout en fait pour le client lui-même, pour qu'il puisse démultiplier effectivement cet effort-là dans une logique philosophique open source et aussi technique, c'est-à-dire de maintenabilité. On évite maintenant effectivement de devoir trop coder. Et on a des outils qui permettent de développer des fonctions réutilisables, installables, donc démultipliables en quelques clics. Et ça, c'est des points importants qui permettent effectivement à une institution de pouvoir prendre un site et de le multiplier. Et il y a aussi, effectivement, on en parlait tout à l'heure, l'émergence de cette approche multisite aujourd'hui, c'est de plus en plus important, qui permet effectivement, avec une seule instance, d'avoir donc des partages de contenu, de fonctions, donc en fonction de qui est dessus. Donc ça, c'est des points très très importants. On commence, mais c'est le début, on commence aujourd'hui à faire en sorte que le développement personnalisé pour un client reste de l'open source et reste réutilisable. Parce que très souvent, ce qui se passait dans le temps, c'est qu'on avait une base open source, mais en fait, ce qu'on livrait à un client, c'est un produit propriétaire. D'accord. Tu vois la même chose, Cédric ? Oui, je crois que là, on est complètement en phase. Ce que je disais tout à l'heure, quand on préparait cette table ronde, c'est un peu polémique, mais aujourd'hui encore, en 2014, j'ai rencontré des décideurs qui me disaient non, c'est moi qui paye, je parle du secteur public, non, c'est moi qui paye, donc ces développements, je ne veux pas qu'ils soient reversés. Donc on est complètement à l'encontre du phénomène open source. Alors heureusement, d'après mon expérience, ces comportements ont tendance à devenir minoritaires, néanmoins ça existe encore, donc ça c'est un vrai frein. C'est un vrai frein à la réutilisation et je rejoins complètement ce qui était dit juste avant, c'est-à-dire qu'on a tous des produits open source, on a tous des CMS qui sont des frameworks, qui peuvent bâtir, on peut faire des plugins, des modules, on peut bâtir des développements spécifiques dessus, mais il faut la volonté politique, il faut la volonté du décideur pour que ça soit fait. Heureusement, c'est de plus en plus le cas et les gens voient l'intérêt et ne voient plus forcément la collectivité d'à côté, la mairie d'à côté ou l'administration d'à côté comme un concurrent. De moins en moins. Ça reste encore un petit peu, mais c'est vrai, de moins en moins. Alors, je me souviens d'une enquête qu'on avait publiée dans le cadre de la présidentielle, où en fait, 100%, je crois qu'il y avait 10 candidats, 100% des candidats à la présidentielle, c'était 2012, c'est ça, utilisaient en tout cas des CMS open source. Donc on voit bien que sur l'usage du CMS open source, dans la sphère publique, dans les élus, etc., tout le monde plébiscite ces solutions open source.
Mais après, quand même, sur le reste, sur les développements spécifiques, c'est quand même... alors, nous, on a un exemple chez Smile, c'est qu'il y a le ministère de la Culture qui nous a commandé une très belle application de gestion de thésaurus. Et depuis le départ, ils nous ont dit que ça sera un produit open source. Donc là, c'est super parce que c'est de l'argent public qui est utilisé, qui est reversé sous licence open source et d'autres collectivités, d'autres ministères, d'autres organes publics ou privés peuvent le réutiliser. Mais aujourd'hui, c'est quand même assez rare. Pierre ? Oui, tout à fait. Je crois que les enjeux au niveau du service public sont au niveau des applications métiers. Les CMS, aujourd'hui, quasiment, je pense que tous les sites, il y a quelques grosses administrations qui s'étaient payées du vignette, mais autrement, au niveau des CMS, je crois qu'aujourd'hui, toutes les administrations utilisent de l'open source. L'enjeu, il est vraiment au niveau des applications métiers. Et là-dessus, pour moi, on est vraiment au début d'une ère de mutualisation. C'est-à-dire que avant les années 2000, en fait, les collectivités n'avaient pas le droit de s'échanger des logiciels. C'était perçu comme une concurrence déloyale au secteur privé. Donc, c'était pas du tout dans les mentalités qu'une commune reverse du code à une autre commune. Avec l'arrivée de l'open source dans les années 2000, et notamment avec le rapport Carcenac de 2001, en fait, il y a une grande voie qui a été tracée pour l'open source et l'e-administration. Donc il y a eu un grand engouement à l'époque sur ce sujet-là, qui est malheureusement retombé un petit peu vers les années de 2005 et qui est en train de renaître avec la circulaire Hérault. Mais aujourd'hui, les applications métiers, il n'y a pas cette culture du partage, de la mutualisation sur ces applications-là. Et pourtant, il y a des structures, comme par exemple, on peut citer l'ADULAC, qui référence tout le logiciel open source, métier, dédié aux services publics. Donc concrètement, ce sont quoi aujourd'hui les freins? Est-ce que c'est l'ingénieur dans la ville, dans la préfecture, dans je sais pas, le conseil général qui bloque, ou est-ce que c'est une problématique d'élus pourquoi aujourd'hui, effectivement, on n'arrive pas à mutualiser tous ces développements qui sont réalisés en France? Quand on parle de milliers, pour ne pas dire de millions de jours hommes chaque année publiés. Alors, au propos de l'ADULAC, on voit qui est né d'ailleurs après l'apparition du rapport Carcenac en 2001. On voit que c'est un mouvement de fond qui est lancé. L'ADULAC a mis en place une forge où toutes les collectivités peuvent partager leur développement. C'est surtout des développements métiers. Aujourd'hui, il y a plus de 600 projets dans la forge. Donc c'est quand même un succès. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui fournissent du code. Il y a beaucoup d'adhérents à l'ADULAC. Il y a quand même une majorité de collectivités, de communes, de CG qui sont adhérentes de cette association. Après, reverser du code, ça ne suffit pas. Et il y a deux aspects qui sont importants. C'est la qualité du code et c'est la communauté qu'on peut créer autour de ce code-là. Et dans la circulaire Hérault de 2013, j'ai noté deux aspects importants. Il y a d'une part la notion de souche qui est explicitée dans ce rapport-là. C'est qu'aujourd'hui, il paraît important que les développeurs se rassemblent autour de souches logicielles. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas que chacun développe sa propre implémentation du service et qu'en fait il soit tout seul sur son logiciel et que son logiciel soit déposé et après qu'il meure tout seul. Ce qui est important, c'est de fédérer en fait les forces de développement autour de souches, autour de frameworks, autour de CMS pour arriver à capitaliser ces investissements-là. D'accord, très bien. Peut-être que vous voulez rajouter quelque chose, Cyril et Cédric, pour terminer. En tout cas, on voit bien qu'aujourd'hui, les CMS open source sont particulièrement adaptés, notamment si on reparle d'un petit peu de technique et d'architecture. Cette architecture noyau-extension, c'est vraiment ce qui te fait de mieux aujourd'hui pour pouvoir contribuer, évoluer. Oui, c'est-à-dire que ça, je crois que c'est à peu près tous les CMS aujourd'hui, ou presque tous, qui effectivement ont une meilleure architecture. Alors il y a encore quelques CMS qui n'ont pas véritablement d'architecture logicielle, je dirais
propre. Mais bon, en tout cas, par exemple, des outils comme Joomla ont un véritable framework MVC orienté objet qui permet finalement de travailler soit au niveau du CMS, soit au niveau du framework, qui permet de travailler en web service. Ça, c'est au niveau déjà les couches basses. Et après, au niveau de la modélisation des contenus, on a effectivement, mais ça c'est très courant, cette notion d'extension, de plugin, ça on le trouve partout. Ce qu'on trouve beaucoup moins, c'est effectivement un code propre en dessous qui permet de garantir une maintenabilité et des évolutions. Voilà. Ok, très bien. Ah bon, le temps tourne très vite. On va conclure. En tout cas, s'il y a des décideurs publics, en tout cas des gens qui ont fait des projets sur la sphère publique dans la salle, n'hésitez pas à vous rapprocher, notamment de Pierre, hein, pour découvrir aussi tout ce qui a pu être fait dans le cadre de la mairie de Paris, regardez un petit peu tout ce qui a pu être fait dans les développements communautaires autour de Améthys, de Joomla et des autres. Hein. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être utilisées, réutilisées pour aller plus vite et pour sûrement mutualiser les moyens. Voilà. Merci pour votre attention et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous rapprocher. Merci, bon après-midi.